Ah, la Game Boy. En voilà une console qui m'a accompagné longtemps. Officiellement, la Game Boy Color est la première console que j'ai eue pour moi tout seul. Et Dieu sait que j'ai passé des heures et des heures à parcourir des centaines d'aventures qu'elle m'offrait. Mais quand je pense à la Game Boy, c'est un souvenir précis de mon enfance qui me revient en tête. Les vacances d'été. Et oui, dans mon monde aussi, les enfants vont à l'école et partent en vacances avec leur famille. Avec les miens, je partais la plupart du temps en aire de camping dans une caravane. Je me souviens de ces moments où je préparais mon petit sac avec des jouets, des livres. Mais il y avait bien une chose que je prenais toujours, c'était ma fidèle Game Boy Color, avec laquelle je passais tout le chemin vers le camping, les soirs avant de dormir, et le chemin du retour à la maison à parcourir des univers qui me fascinaient tant. Certains m'ayant mieux marqué que d'autres, et c'est une de mes aventures d'enfance dont je vais vous parler. Il est maintenant temps de vous parler d'une de mes aventures les plus mémorables, aux côtés du plombier le plus connu du monde, Mario. Comme je vous en ai parlé en vous racontant mon périple dans Sonic 2, nous possédions les consoles de Sega et Nintendo. Si Sonic est le héros qui m'a accompagné dans le monde des jeux vidéo, et encore aujourd'hui dans mon parcours de joueur, Mario a lui aussi une place toute prononcée dans mon parcours de joueur. Je suis d'ailleurs content qu'aujourd'hui ces deux-là s'entendent aussi bien, et que Mario a permis à Sonic de poursuivre ses aventures suite à l'arrêt de production des consoles de Sega. Mais pour l'heure, tout ce qui m'importait, alors que j'étais assis à l'arrière de la voiture de mes parents, c'était de prendre ma Game Boy, insérer la cartouche, et plonger dans le monde du plombier. Lui et moi arrivions sur une île étrange avec un château sinistre en son centre et aucune trace du méchant Koopa ou de la princesse Daisy prisonnière. Ah, oui, je pensais que c'était leur nom à l'époque. Merci au dessin animé et au film. Cette fois, notre ennemi était un méchant que je ne connaissais pas, et pour l'atteindre, nous devions collecter 6 pièces d'or détenues par chaque boss de chaque région de l'île, à savoir le grand arbre, la maison géante, le jouet Mario géant, la cire-trouille d'Halloween, les fonds marins et je ne trouve pas la dernière. Tant pis, on verra plus tard. Mario était toujours aussi agile et ses sauts ne s'étaient pas rouillés. C'était impressionnant de le voir sauter de plateforme à une autre. Il avait même repris son saut en vrille de Super Mario World pour briser des blocs. Comme toujours, il pouvait grandir en mangeant un champignon, lancer des boules de feu avec une fleur, et il y avait aussi une carotte qui lui donnait des ailes à sa casquette, lui permettant de planer comme le fait la feuille de Super Mario Bros 3. Luigi et Todd n'étaient pas là pour nous aider, mais à deux nous devrions pouvoir gérer. Ah oui, il y avait un point qui m'avait marqué dans ce jeu et que je trouve bien pensé aujourd'hui. Si dans les jeux Mario auxquels je jouais sur console de salon, les niveaux étaient très génériques et les mêmes gens en ressortaient souvent, ce qui est encore le cas aujourd'hui, on va pas se mentir, les niveaux de Super Mario Land 2 étaient bien plus originaux et respectaient un thème précis avec une logique des niveaux dans l'avancée de la région. Ok, je m'explique. Au début, nous avons commencé avec une zone standard avec des Goombas, des Koopas, des plantes piranha et tout ce qui va avec. Mais arrivé à l'arbre, c'était différent. Nous avions commencé au pied de ce dernier pour ensuite entrer à l'intérieur afin de remonter en nageant dans la sève. Ensuite, nous pouvions passer par le territoire des fourmis ou celui des abeilles pour rejoindre le sommet. De plus, nos ennemis n'étaient pas les traditionnels Goombas, Koopas et autres, mais des insectes, des grenouilles, des oiseaux, des poissons vaches. Ouais, ça reste un jeu Mario après tout. Et le boss au sommet de l'arbre était un oiseau géant, pas bien compliqué à vaincre, il nous a pas donné grand mal. Voilà où je voulais en venir. Les niveaux que nous avons traversés Mario et moi suivaient une véritable logique dans le fait de grimper au sommet de l'arbre. Même les ennemis respectaient ce thème. Chaque région de l'île a réellement sa propre identité. Dans la maison, on entre par les galeries des fourmis pour passer ensuite dans les canalisations d'eau, afin d'arriver à l'intérieur, pour remonter la cheminée et atteindre la bibliothèque et affronter une souris. Vous voyez ? Avouez que c'est plus cool de refaire encore et encore la plaine, le désert, la toundra et autres niveaux classiques de Mario pour affronter encore et toujours les Koopalings. Pour le Mario géant, on entre par les engrenages pour arriver dans une sorte de piscine à boules géante avec des cochons qui nous tirent dessus, et on a même des pinces pour nous attraper. On retrouve ensuite les bons vieux Bill Ball, ainsi que des Jack in Box et des soldats en guise d'ennemis. Oui, on affronte carrément des jouets. Je veux dire, il y a carrément un niveau basé sur les NN Blocks de Nintendo juste après. Que demander de plus? Et le boss, c'est... les trois petits cochons. Pourquoi pas, en tout cas, ils sont un peu plus galères que l'oiseau et la souris. C'est à se demander s'ils pouvaient pas se mettre une petite dérouillée au loup par eux-mêmes. Non, oubliez ce que je viens de dire.
Vient ensuite ma zone préférée, la citrouille. Ce qui est paradoxal vu le petit froussard que j'étais à l'époque. Mais l'ambiance Halloween m'a toujours attiré. Regardez, on a même un vampire à la fin du premier niveau, et des yokai dans le second. Et le boss, c'est une sorcière, très facile à vaincre. Rosella et Valanis devraient en prendre de la graine. On arrive ensuite dans la zone sous la mer, passant par une épave de sous-marin pour arriver dans le ventre d'une baleine et affronter le boss qui est une pieuvre. Pour le coup, c'était assez rapide. Ah, j'en profite pour expliquer ce point. Dans ce Mario-là, récupérer 100 pièces ne donne pas une vie. C'est tuer 100 ennemis qui fait ça. Les pièces ne servent qu'à faire des mini-jeux dans la hutte près du château, mais ça sert pas à grand chose. Mais toujours aucune trace de la 6ème zone, où est-ce qu'elle est? Ah tiens, à moins que... y a cet hippopotame bizarre au sommet de l'île, peut-être que... Oui! En volant dans une bulle qui sort de son nez, je peux aller dans l'espace! Oui, dit comme ça fait très bizarre. En tout cas, le niveau sur la lune est super cool. Mario a même enfilé une combinaison pour l'occasion. Et même la gravité des sauts est affectée. Suivi alors le niveau de l'étoile, assez difficile avec un scrolling horizontal, mais dont la musique que j'entendais pendant la traversée était à tomber par terre. Le boss, c'était un extraterrestre, très difficile à battre comparé au précédent boss. Mais Mario et moi finissions par en venir à bout et obtenir la dernière pièce qui ouvrait la porte du château. Et là, ce fut le festival. La difficulté de l'aventure augmente de plusieurs crans d'un coup. Ce niveau est certes très court, mais il est rempli de pièges difficiles à éviter. Surtout ce passage qui nous en a fait rager Mario et moi. Et en arrivant à la salle du trône, alors que j'étais prêt à en découdre avec le nouveau méchant, nous nous sommes retrouvés face à... Wario ? Je n'en revenais pas. Wario était le héros d'un autre jeu auquel je jouais sur Game Boy et que j'adorais. Comment était-ce possible ? Quoi qu'il en soit, l'affrontement était très difficile. Mais Mario et moi finissions par gagner et faire fuir Wario avant de transformer son château en château de Mario. Et notre aventure prit fin ici. Maintenant, il est temps que j'éclaircisse quelques points. En effet, quand j'étais petit, j'étais beaucoup moins fort. En vérité, ce jeu est extrêmement facile. D'ailleurs, j'ignorais complètement la vraie histoire du jeu à l'époque, à savoir que cette île et ce château étaient bel et bien à Mario de base, et que Wario les lui a volés pendant son absence. Pour un plombier, il est bien riche, hein, je crois comprendre dans quoi il investit toutes ses pièces tout à coup. D'ailleurs, l'extraterrestre dont je vous parlais n'était autre que Tatanga, l'antagoniste de Super Mario Land 1 venu prendre sa revanche. Et le jeu avec Wario dont je vous ai parlé était en vérité la suite, Super Mario Land 3 Wario Land, et dont je vous reparlerai dans une prochaine aventure. Quoi qu'il en soit, ce fut un réel plaisir de parcourir cette île aux côtés de Mario pendant mes vacances d'été. Je me souviens des moments de jeu sur la route, dans le camping-car quand il pleuvait trop, du bruit du ventilateur parce qu'il faisait très chaud, du petit réfrigérateur rempli de boissons fraîches. Rien que d'y penser, ça me donnerait presque envie d'y retourner. Ce temps me manque parfois. C'est fou comme un jeu peut parfois nous aider à nous remémorer des souvenirs. Et rien que pour ça, la Game Boy et ses nombreuses aventures ont une place très forte dans mon cœur de joueur.